L'odeur du cigare flottait encore dans le salon de Montretout, cette immense demeure familiale à l'ouest de Paris où Marine Le Pen avait grandi. Elle se tenait debout près de la fenêtre, regardant le jardin où, enfant, elle courait derrière son père en riant. Jean-Marie Le Pen, le patriarche, le fondateur du Front National, l'homme qui avait bâti un empire politique sur ses épaules larges et sa langue acérée. Mais ce soir, ce souvenir semblait appartenir à une autre vie. Le téléphone de Marine vibrait sans arrêt. Appels, messages, alertes médias, tous disaient la même chose. Son père venait de faire l'impensable, encore une fois. Dans une interview diffusée 2 heures plus tôt, Jean-Marie Le Pen avait répété ses propos sur les chambres à gaz. Un détail de l'histoire, avait-il dit avec ce sourire provocateur qui faisait sa marque. Les journalistes s'étaient jetés sur ces mots comme des loups affamés. Les réseaux sociaux explosaient. Les adversaires politiques exigeaient sa tête. Et Marine, elle, se tenait au milieu de la tempête. Son conseiller Michel entra dans le salon, le visage grave. « Marine, nous devons parler. Maintenant. » Elle se retourna lentement. « Je sais ce que tu vas dire. » Michel posa son téléphone sur la table. Les chiffres viennent de tomber. 68% des Français pensent que le Front National est un parti dangereux. 68. À cause de cette interview, Marine ferma les yeux. « Papa. » Michel continua, sa voix plus dure maintenant. « Vous avez passé 10 ans à reconstruire ce parti, 10 ans à le rendre respectable, à effacer l'image du vieux Front National, et en une phrase, il détruit tout. »« Je sais, » murmura Marine. « Alors vous savez ce qu'il faut faire ?» Marine ouvrit les yeux et le regarda. « Tu me demandes d'expulser mon père du parti qu'il a créé ?» Michel ne silla pas. « Je vous demande de choisir, entre lui et l'avenir du parti, entre le passé et ce que vous avez construit. » Le silence tomba lourdement dans le salon. Dehors, la pluie commença à frapper contre les vitres. Marine pensa à toutes ces années, son père sur scène, micro à la main, déchaînant les foules. Elle, petite fille dans les coulisses, admirant cet homme qui n'avait peur de rien, cet homme qui lui avait appris la politique comme on apprend à se battre, sans pitié, sans compromis. Mais les temps avaient changé, et Jean-Marie lui refusait de changer. « Convoque une réunion d'urgence », dit finalement Marine. « Demain matin, bureau exécutif au complet. » Michel hocha la tête et sortit. Marine resta seule, regardant par la fenêtre cette maison qui contenait tant de mémoire. Elle savait ce qui allait suivre, elle savait ce qu'elle devait faire, mais savoir ne rendait pas la chose plus facile. Le lendemain matin, la salle de réunion du siège du Front National à Nanterre était silencieuse. Autour de la table ovale, 15 membres du bureau exécutif attendaient. Certains évitaient le regard de Marine, d'autres la fixaient avec curiosité, se demandant ce qu'elle allait dire. Marine entra, droite et calme. Elle s'assit en bout de table, posa ses mains devant elle et prit une longue inspiration. « Vous savez tous pourquoi nous sommes ici. Mon père a, une fois de plus, tenu des propos inacceptables, des propos qui mettent en danger tout ce que nous avons construit. » Un homme plus âgé, fidèle de Jean-Marie depuis 30 ans, leva la main. « Marine, avec tout le respect que je vous dois, votre père est le fondateur de ce parti. Nous lui devons tout. » Marine le regarda droit dans les yeux. « Nous lui devons le passé, mais nous devons l'avenir. » Un murmure parcourut la table. Marine continua, sa voix plus ferme maintenant. « Pendant des années, j'ai essayé de moderniser ce parti, de le rendre accessible, de montrer aux Français que nous ne sommes pas ce qu'ils croient. Et chaque fois, mon père sabote ce travail. Par provocation, par nostalgie, par refus d'accepter que le monde a changé. Alors que proposez-vous » demanda une femme à sa droite. Marine prit une autre inspiration, plus profonde cette fois. « Je propose que nous ouvrions une procédure d'exclusion contre Jean-Marie Le Pen. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Quelqu'un laissa tomber un stylo. Le bruit résonna comme un coup de feu. Un homme se leva brusquement. « Vous voulez expulser votre propre père ? C'est de la folie ? C'est un parricide politique ?» Marine ne bougea pas. « C'est une nécessité politique. Si nous ne prenons pas cette décision, le parti mourra. Mon père a construit le Front National, mais aujourd'hui il le détruit. » Les membres du bureau se regardèrent. Certains semblaient choqués, d'autres hochaient lentement la tête. Le débat commença, d'abord timide, puis de plus en plus animé. Des voix s'élevèrent, des accusations fusèrent. Loyauté, trahison, principe, survie. Mais Marine restait immobile, écoutant tout, disant peu. Elle savait que cette réunion n'était que le début. Le vrai combat le plus douloureux viendrait bientôt, et il viendrait sous la forme d'un face-à-face qu'elle redoutait depuis des années, un face-à-face avec l'homme qui lui avait tout appris, l'homme qu'elle s'apprêtait à détruire. Son père. 3 jours plus tard, Marine reçut un appel qu'elle attendait et redoutait à la fois. C'était lui. Jean-Marie, sa voix au téléphone était calme, presque amusée. « Marine, ma fille, je crois que nous devons parler. Où veux-tu qu'on se voie ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. « Chez moi. À Montretout. Ou ailleurs. C'est encore ma maison, non ?» Marine arriva en fin d'après-midi. La lumière dorée du soleil couchant éclairait la façade de la demeure familiale. Elle gara sa voiture et resta assise un moment, les mains sur le volant. Combien de fois était-elle venue ici? Combien de dimanches en famille? Combien de discussions politiques autour de la grande table? Combien de leçons apprises dans ce salon? Elle sortit et sonna à la porte. Jean-Marie ouvrit lui-même. 87 ans, mais toujours droit comme un chêne. Les cheveux blancs parfaitement coiffés, le regard perçant. Il sourit. « Entre, ma fille, n'aie pas peur. Je ne mords plus. » Ils s'installèrent dans le salon. Jean-Marie servit 2 verres de cognac sans demander si elle en voulait. Il s'assit dans son fauteuil habituel, celui d'où il avait régné sur ce parti pendant 40 ans.
Marine resta debout près de la cheminée. « Tu ne t'assois pas ?» demanda-t-il. « Je préfère rester debout. » Jean-Marie sourit à nouveau, mais cette fois sans chaleur, toujours en position de combat. « Je t'ai bien élevé. » Marine ne répondit pas. Jean-Marie but une gorgée et la regarda longuement. « Alors, tu veux m'expulser ? Ce n'est pas ce que je veux, papa, c'est ce que je dois faire. » Il éclata de rire, un rire dur, métallique. « Tu dois ? Qui te force ? Les sondages ? Les journalistes ? Ces petits bureaucrates du parti qui n'ont jamais eu le courage de leurs convictions ?» Marine sentit la colère monter. « Tu as dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire ? Un détail ? Comment veux-tu que je défende ça ?» Jean-Marie posa son verre brutalement. « Parce que c'est la vérité. Je n'ai jamais nié la Shoah. J'ai dit que dans une guerre qui a fait 50 millions de morts, oui, c'est un détail horrible, mais un détail. C'est une question de perspective historique. » Marine secoua la tête. « Papa, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question d'histoire, c'est une question de perception. Les gens entendent ça et ils pensent que nous sommes des monstres. » Jean-Marie se leva brusquement, le visage rouge. « Alors laisse-les penser. J'ai passé ma vie à me battre contre l'hypocrisie, à dire ce que personne n'ose dire. Et maintenant, ma propre fille veut me faire taire ?» Marine le regarda droit dans les yeux. « Je ne veux pas te faire taire. Je veux que tu te contrôles. Il y a une différence entre courage et provocation. Tu provoques pour provoquer, et ça nous détruit. » Jean-Marie fit un pas vers elle. « Ça te détruit, toi. Parce que tu veux être aimé, tu veux être accepté par le système. Mais moi, je m'en fiche d'être aimé. Je veux avoir raison. » Marine sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. « J'ai passé 10 ans à reconstruire ce parti, à le rendre crédible, à convaincre les Français que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Et toi, en une phrase, tu détruis tout. » Jean-Marie s'approcha encore, sa voix plus basse maintenant, plus dangereuse. « Tu sais pourquoi tu as pu reconstruire ce parti ? Parce que moi je l'ai créé, moi j'ai pris les coups, moi j'ai été traîné dans la boue pendant 50 ans, et maintenant que c'est confortable, que c'est respectable, tu veux m'effacer ?» Marine leva la voix pour la première fois. « Je ne veux pas t'effacer, je veux que le parti survive. » Le silence tomba. Ils se regardèrent, père et fille, séparés par un gouffre qui semblait soudain infranchissable. Jean-Marie retourna s'asseoir, il but son cognac d'un trait et posa le verre vide. « Si tu fais ça, dit-il calmement, tu n'es plus ma fille. » Marine sentit le coup comme une gifle. « Papa, non, tu m'écoutes bien. Si tu votes pour mon exclusion, je te renie, publiquement. Tu ne seras plus une Le Pen. » Les larmes qu'elle avait retenues commencèrent à couler. « Comment peux-tu dire ça ?» Jean-Marie ne silla pas. « Parce que c'est la vérité. Tu choisis entre moi et ton ambition. Si tu choisis l'ambition, assume les conséquences. » Marine essuya ses larmes d'un geste brusque. « Ce n'est pas de l'ambition, c'est de la responsabilité. » Il rit à nouveau, amer. « Responsabilité. Quel joli mot. C'est ce qu'on dit quand on veut trahir sans culpabilité. » Marine prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Je t'aime, papa, mais je ne peux plus te suivre. » Jean-Marie ne répondit pas. Il regardait par la fenêtre, le dos tourné. Marine sortit, laissant derrière elle la maison de son enfance, et elle savait qu'elle ne reviendrait jamais. Le congrès extraordinaire du Front National eut lieu 3 semaines plus tard dans une salle des fêtes à Lyon. 1500 militants étaient venus, l'atmosphère était électrique. Certains portaient des pancartes avec Jean-Marie, d'autres criaient « Vive Marine !» Le parti était déchiré. Sur scène, Marine se tenait derrière le pupitre, le visage impassible. Devant elle, dans la foule, elle le vit. Jean-Marie assis au premier rang, les bras croisés, le regard fixé sur elle, froid, distant, comme s'il regardait une étrangère. Michel, à ses côtés, lui murmura « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Marine hocha la tête. « Je n'ai pas le choix. » Elle prit le micro. La salle se tut. « Chers camarades, chers militants, nous sommes ici aujourd'hui pour prendre une décision difficile, une décision que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre, mais l'avenir de notre mouvement en dépend. » Des murmures parcoururent la salle. Marine continua. « Jean-Marie Le Pen est le fondateur de ce parti. C'est un homme qui a donné sa vie à cette cause, un homme courageux, un homme qui n'a jamais reculé devant l'adversité. » Elle marqua une pause. Jean-Marie, dans la foule, ne bougeait pas. Mais, continua Marine, sa voix plus ferme maintenant, être courageux ne suffit pas. Un leader doit aussi savoir quand s'arrêter. Quand ses mots causent plus de tort que de bien, quand son combat devient un obstacle, des cris fusèrent. « Trahison !» cria quelqu'un. Marine leva la main. « Je sais ce que certains pensent. Que je trahis mon père, que je suis une ingrate, mais je ne trahis personne. Je protège ce que nous avons construit ensemble. » Elle regarda directement Jean-Marie. « Papa, je t'aime, mais je ne peux plus laisser tes provocations détruire notre travail. » La salle explosa. Certains applaudirent, d'autres huèrent. Jean-Marie se leva lentement. Toute la salle se tut, comme frappé par la foudre. Il marcha vers l'allée centrale, se retourna vers Marine, et parla d'une voix forte qui n'avait rien perdu de sa puissance. « Marine, tu viens de commettre la plus grande erreur de ta vie. » Il balaya la salle du regard. « Vous tous qui applaudissez, vous êtes des lâches. Vous êtes prêts à jeter par-dessus bord l'homme qui vous a tout donné juste pour être accepté par un système qui vous méprise. » Il pointa un doigt vers Marine. « Et toi, ma fille, tu crois que tu vas réussir en m'effaçant. Mais tu oublies une chose, ce parti c'est moi, mon sang, mon nom,
mon combat. Sans moi, tu n'es rien. Le silence était assourdissant. Marine sentit chaque mot comme un coup de couteau. Jean-Marie tourna le dos et commença à marcher vers la sortie. Avant de franchir la porte, il s'arrêta sans se retourner. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. Il sortit. La porte claqua derrière lui. Marine resta debout derrière le pupitre, les mains tremblantes. Michel lui toucha doucement l'épaule. C'est fini. Mais Marine savait que ce n'était pas fini. C'était juste le début d'une nouvelle douleur. Une douleur qui ne partirait jamais. Le vote eut lieu 2 heures plus tard. 68% des militants votèrent pour l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. 32% votèrent contre. Le parti était sauvé, mais la famille était détruite. Ce soir-là, Marine rentra chez elle seule. Elle s'assit dans son salon, les lumières éteintes. Sur la table basse, une vieille photo. Elle et son père, 20 ans plus tôt, souriant côte à côte lors d'un meeting. Elle prit la photo et la regarda longuement. Puis elle la retourna, incapable de supporter ce sourire qui n'existait plus. Elle pleura, longtemps, pas pour le parti, pas pour la politique, mais pour l'homme qu'elle venait de perdre, son père. Les mois qui suivirent furent étranges. Jean-Marie donna des interviews attaquant sa fille publiquement. Il l'accusa de trahison, d'opportunisme, de faiblesse. Marine ne répondit jamais. Elle continuait son travail, reconstruisant le parti, changeant même son nom en Rassemblement national, effaçant symboliquement l'héritage du père. Mais la nuit, seule, elle pensait à lui. Elle se demandait s'il pensait à elle aussi, si quelque part sous la colère et la fierté, il y avait encore un peu d'amour. 2 ans plus tard, Jean-Marie tomba malade. Marine apprit la nouvelle par les journaux. Elle voulut aller le voir, mais ses avocats lui dirent qu'il avait donné des instructions. Elle n'était plus la bienvenue, elle n'était plus sa fille. Alors elle resta chez elle, regardant les nouvelles de sa santé se détériorer, et elle se demanda si elle avait fait le bon choix, si le prix à payer n'était pas trop élevé. Un soir, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Elle répondit. Marine, c'était lui. Sa voix était faible, cassée. Papa, un long silence. Puis d'une voix à peine audible, tu avais raison. Marine sentit son cœur se briser. Papa, il l'interrompit. Je ne te pardonne pas, mais tu avais raison. La ligne se coupa. Ce fut la dernière fois qu'elle entendit sa voix. Jean-Marie Le Pen mourut 6 mois plus tard. Il avait 96 ans. La nouvelle tomba un matin de novembre, froide et grise comme le ciel au-dessus de Paris. Marine était dans son bureau quand Michel entra, le visage grave. Elle comprit avant même qu'il parle. Il est parti, dit-il simplement. Marine ne bougea pas. Elle regarda par la fenêtre, les arbres dénudés, les passants pressés dans la rue. Elle ne pleura pas. Pas encore. Les funérailles furent organisées 1 semaine plus tard. Une cérémonie privée selon les volontés du défunt. Marine reçut une invitation formelle, comme n'importe quel membre du parti. Pas comme sa fille. Elle hésita longuement. Michel lui conseilla de ne pas y aller. C'est trop risqué. Les médias vont en faire un cirque. Mais Marine savait qu'elle devait y être. Pas pour les médias. Pas pour le parti. Pour elle. Pour dire adieu à l'homme qui lui avait tout appris, même si cet homme l'avait renié. L'église était bondée. Des anciens militants, des figures de l'extrême droite européenne, des nostalgiques d'une époque révolue. Quand Marine entra, vêtue de noir, un voile couvrant partiellement son visage, un silence glacial tomba sur l'assemblée. Certains détournèrent le regard. D'autres la fixèrent avec hostilité. Elle marcha lentement vers l'avant, chaque pas résonnant sur le sol de pierre. Elle s'assit au 3e rang. Pas au premier, où étaient assises ses sœurs. Elles ne la regardèrent pas. Le cercueil était là, devant l'autel, recouvert du drapeau tricolore. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, père de 3 filles, soldat, député, militant. Et pour Marine, simplement papa. Le prêtre parla de son engagement, de sa foi, de sa détermination. Il évita soigneusement les controverses, les scandales, les phrases qui avaient fait de lui l'homme le plus détesté de France. Puis vint le moment des témoignages. Les sœurs de Marine parlèrent. Elles évoquèrent l'homme privé, le père aimant, l'homme de principe. Elles ne mentionnèrent pas Marine, comme si elle n'existait pas. Puis le prêtre demanda si quelqu'un d'autre souhaitait prendre la parole. Le silence se prolongea. Marine sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle resta assise, les mains jointes sur ses genoux. Puis lentement, elle se leva, elle marcha vers le pupitre. Derrière elle, des murmures indignés s'élevèrent. Comment ose-t-elle? Elle l'a trahi. Elle n'a pas sa place ici. Marine monta les marches et se tint devant le micro. Elle regarda le cercueil, puis l'assemblée. Mon père et moi avons été en désaccord pendant les dernières années de sa vie. Cela, tout le monde le sait. Sa voix tremblait légèrement, mais elle continuait. Il pensait que je l'avais trahi. Je pensais que je protégeais son héritage. Nous avions tous les deux raison, et tous les deux tort. Elle marqua une pause. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que présidente d'un parti. Je suis ici en tant que fille, et je veux dire quelque chose que je n'ai jamais pu lui dire de son vivant. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Papa, tu m'as appris à être forte, à ne jamais reculer, à défendre mes convictions même quand le monde entier est contre moi. Et c'est exactement ce que j'ai fait, même contre toi. Elle essuya ses larmes. Tu m'as dit que je n'étais plus ta fille, mais moi je n'ai jamais cessé d'être ta fille. Même quand tu me haïssais, même quand tu me rognais, j'ai porté ton nom. J'ai défendu tes idées, à ma manière, pas à la tienne, mais je les ai défendues. Sa voix se brisa,
Et je t'ai aimé, chaque jour, même quand c'était insupportable. Le silence dans l'église était total. Même ceux qui la détestaient écoutaient. Marine prit une dernière inspiration. Tu m'as dit au téléphone juste avant de mourir que j'avais raison. Je ne sais pas si tu le pensais vraiment, ou si c'était juste la fatigue, la maladie qui parlait. Mais ces mots, papa, je vais les garder pour toujours. Parce qu'ils signifient que, peut-être tu as compris, que nous nous sommes battus pour la même chose, juste différemment. Elle regarda le cercueil une dernière fois. « Adieu, papa, je ne te demande pas de me pardonner, mais sache que moi je t'ai pardonné. » Elle descendit du pupitre. L'église resta silencieuse. Personne n'applaudit, mais personne ne protesta non plus. Marine retourna à sa place, s'assit et ferma les yeux. Quand la cérémonie se termina, elle sortit rapidement, évitant les journalistes massés devant l'église. Michel l'attendait près de la voiture. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Marine monta dans la voiture sans répondre. Ils roulèrent en silence pendant plusieurs minutes. Puis soudainement Marine dit « Ramène-moi à Montretout ». Michel la regarda surpris. « Vous êtes sûr ?» Marine hocha la tête. « J'ai besoin de voir la maison. » Une dernière fois, ils arrivèrent devant la demeure familiale. Elle était vide maintenant en attente de vente. Marine sortit de la voiture et resta devant la grille, regardant les fenêtres éteintes. Michel resta dans la voiture, la laissant seule. Marine poussa la grille et marcha jusqu'à la porte d'entrée. Elle n'avait pas la clé, mais elle n'en avait pas besoin. Elle voulait juste être là, près de cette maison qui contenait tant de souvenirs. Elle s'assit sur les marches de l'entrée et regarda le jardin. Elle se revit petite fille courant dans l'herbe. Elle revit son père, jeune et vigoureux, la soulevant dans ses bras en riant. Elle revit les dimanches en famille, les débats politiques, les rires, les disputes. Tout ça était fini, disparu, comme l'homme qui avait vécu ici. Marine resta assise longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Puis elle se leva, épousseta sa robe noire et retourna vers la voiture. Elle ne se retourna pas. Il était temps d'avancer. Un an passa. Le Rassemblement national continua de croître. Marine remporta des élections locales, gagna en crédibilité, se rapprocha du pouvoir. Le fantôme de Jean-Marie s'estompait lentement, mais il ne disparaissait jamais complètement. Un soir, Marine donnait une interview à la télévision. Le journaliste, un homme dans la cinquantaine, lui posa la question qu'elle redoutait. « Madame Le Pen, votre père est décédé il y a un an. Avez-vous des regrets sur la manière dont les choses se sont passées entre vous ?» Marine hésita. C'était la première fois qu'on lui posait la question publiquement depuis les funérailles. Elle aurait pu esquiver, donner une réponse politique, diplomatique, mais elle choisit la vérité. « Oui, dit-elle simplement, j'ai des regrets. » Le journaliste se penchant en avant. « Lesquels ?» Marine prit une longue inspiration. « Je regrette que nous n'ayons pas pu nous réconcilier avant sa mort. Je regrette qu'il soit parti en me détestant. Je regrette que nos dernières années aient été marquées par la colère au lieu de l'amour. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. « Mais je ne regrette pas la décision que j'ai prise, parce que c'était la bonne décision. Pour le parti, pour l'avenir, pour tout ce en quoi je crois. » Elle regarda directement la caméra. « Mon père m'a appris que la politique exige des sacrifices. Il m'a appris à être forte. Il m'a appris à ne jamais reculer devant l'adversité. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Même quand l'adversité portait son nom. » Le journaliste resta silencieux un moment. « Pensez-vous qu'il aurait été fier de vous aujourd'hui ?» Marine sourit tristement. « Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Mais je sais une chose. J'ai fait ce que je devais faire. Et c'est tout ce qu'un leader peut faire. » L'interview se termina peu après. Quand les caméras s'éteignirent, Marine resta assise un moment, perdue dans ses pensées. Michel s'approcha. « C'était courageux, dit-il. » Marine secoua la tête. « Non, c'était juste honnête. » Ce soir-là, de retour chez elle, Marine fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle sortit la vieille photo d'elle et son père, celle qu'elle avait retournée le soir de son exclusion. Elle la regarda longuement, le sourire de Jean-Marie, son bras autour de ses épaules, l'époque où tout semblait simple, l'époque où ils étaient du même côté. Elle posa la photo sur son bureau, face visible cette fois, parce qu'elle avait compris quelque chose. On ne peut pas effacer son passé, on ne peut pas effacer les gens qui nous ont formés, même quand ils nous ont blessés. Jean-Marie Le Pen faisait partie d'elle, pour le meilleur et pour le pire, et elle devait l'accepter. Quelques semaines plus tard, Marine donna un discours lors d'un grand meeting à Paris. Devant des milliers de supporters, elle parla de l'avenir, de la France, de ses projets. Et vers la fin de son discours, elle dit quelque chose que personne n'attendait. On m'a souvent demandé si je regrette d'avoir exclu mon père du parti. La foule se tut, surprise. Marine continua. Et ma réponse est oui, je regrette. Pas la décision elle-même, mais la douleur qu'elle a causée, parce que mon père, malgré tout, était un homme de conviction, un homme qui n'a jamais trahi ce en quoi il croyait. Elle marqua une pause, et même si nous n'étions pas d'accord sur la manière, nous étions d'accord sur l'essentiel, l'amour de la France, la défense de notre identité, la volonté de ne jamais se soumettre. Des applaudissements timides s'élevèrent, puis grossirent. Marine leva la main. Alors aujourd'hui, je veux dire quelque chose. Papa, où que tu sois, sache que je continue ton combat, à ma manière, mais je le continue. Et j'espère que quelque part tu le vois, et que peut-être tu en es fier. Les applaudissements explosèrent, certains pleuraient, d'autres criaient. Marine resta immobile sur scène, les yeux brillants. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Marine se sentit plus légère,
comme si un poids qu'elle portait depuis des années s'était enfin soulevé. Elle n'avait pas besoin du pardon de son père, elle n'avait pas besoin de son approbation, elle avait juste besoin de faire la paix avec elle-même. Et ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle y était arrivée. Quelques mois plus tard, Marine reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une vieille lettre. L'écriture était celle de Jean-Marie. La lettre avait été écrite quelques jours avant sa mort, mais jamais envoyée. « Marine, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et c'est mieux ainsi. Nous nous sommes trop fait de mal pour nous réconcilier de mon vivant. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu as eu raison, pas sur tout, mais sur l'essentiel. Le monde a changé, et je n'ai pas su changer avec lui. Toi, tu l'as fait. Et pour ça, même si je ne l'ai jamais dit, je suis fier de toi. Continue, bats-toi, gagne. Et quand tu seras au sommet, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi que je t'ai appris à ne jamais abandonner, même contre moi. Ton père. » Marine posa la lettre sur son bureau, à côté de la photo, et cette fois elle sourit, un vrai sourire, parce qu'elle avait enfin ce qu'elle cherchait, non pas le pardon, mais la compréhension, et c'était suffisant. La leçon était simple. Parfois, aimer quelqu'un signifie le quitter, parfois, honorer quelqu'un signifie s'opposer à lui, et parfois, la plus grande preuve de respect est de refuser de suivre aveuglément. Marine Le Pen avait appris cette leçon de la manière la plus douloureuse, mais elle l'avait apprise, et elle ne l'oublierait jamais.